Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite au sommaire de votre journal. Sport, football, finale de la Supercoupe de la CAF. Une belle affiche qui opposera dans une heure l'Wydad de Casablanca à la Renaissance de Berkane. Ça se passera au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Deux jours après la mort de la reine Elisabeth II, Charles III a été officiellement proclamé roi aujourd'hui par le Conseil d'accession réuni à Londres. C'était lors d'une cérémonie historique et solennelle. Tanger continue de séduire grâce à son statut de ville jadis internationale. À distance visuelle de l'Europe, la perle du détroit fascine et incite de nombreux étrangers à s'y installer définitivement. C'est le grand format de la rédaction. Bonsoir, sport, football pour démarrer ce journal. Dans moins d'une heure, les yeux des aficionados du ballon rond seront braqués sur le complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat pour la finale de la Supercoupe de la CAF. Le match opposera à 20h le Wydad de Casablanca à la Renaissance sportive de Berkane. Une grande fête du football. Et pour son organisation, le Maroc a mis les petits plats dans les grands. Les précisions tout de suite en compagnie de Boubkar Ben Rabret. Ce n'est ni au Brésil, ni en Angleterre, ni en Argentine, ni dans aucun autre pays d'Europe, d'Amérique ou d'Asie. C'est au Maroc, pays pionnier en Afrique en matière d'organisation d'événements sportifs de haut niveau. Pour la première fois, deux équipes marocaines s'affronteront ce soir en finale de la Super Coupe d'Afrique. Et cela fait des jaloux. Aujourd'hui, l'événement sportif qui marque l'année 2022 et qui crée beaucoup de jalousie chez les adversaires du Maroc, vous m'avez compris, c'est que la finale de la Super Coupe d'Afrique oppose deux clubs marocains et cerise sur le gâteau, elle est organisée au Maroc. 100% marocaine, l'édition 2022 de la Super Coupe africaine de football opposera ce soir la Renaissance sportive de Berkane au WAC de Casablanca. Le premier tenant du titre de la Coupe de la CAF, le second tenant du titre de la Ligue des Champions. Les Rouges disputeront ce trophée après avoir décroché leur troisième titre de Ligue des Champions aux dépens d'Al Ahly du Caire 2-0, alors que les Berkaniens ont gagné leur deuxième Coupe de la CAF en battant les Sud-Africains d'Orlando Pirates après prolongation. C'était lors de la finale disputée au Nigeria. L'affaire illustre l'essor que connaît le ballon rond national aussi bien au niveau des clubs qu'au niveau des sélections. La rencontre a une importance particulière. Chacune des équipes voudrait accrocher à son tableau de chasse un autre trophée. La rencontre sera âprement disputée. Elle sera à l'image de notre Botola qui a atteint un grand niveau depuis quelques années. Cette rencontre promet un autre spectacle sur les gradins avec des supporters qui apporteront leur contribution à cette fête du football africain. Chose certaine, le trophée restera au Maroc. Pour la première fois depuis 70 ans, l'hymne britannique God Save the King est entonné dans sa version masculine à la cathédrale de Saint-Paul de Londres. Il remplace ainsi God Save the Queen. Charles III est donc proclamé roi d'Angleterre. Charles III, le successeur de la défunte feu, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, se dit profondément conscient des lourdes responsabilités et de ses fonctions. Malia Aouet. Clairons, cornemuses et 41 coups de trompette tirés dans toute l'Angleterre en l'honneur du nouveau roi, Charles III, 73 ans. La cérémonie d'intronisation s'est déroulée en deux temps au sein du palais Saint-James à Londres. Toutes les institutions étaient présentes pour faire vœu d'allégeance au nouveau roi d'Angleterre et du Commonwealth. Un moment fort désormais inscrit dans l'histoire d'une nation. Le nouveau monarque appose sa signature en tant que roi avant d'entamer sa première proclamation.
Charles III a ensuite entamé son discours en rendant une nouvelle fois hommage à sa mère bien-aimée, la reine Élisabeth II, reine dévouée à son peuple pendant plus de 70 ans. Un discours emprunté à sa défunte mère, Élisabeth, à l'occasion de son 21e anniversaire. Le roi Charles III a ensuite signé 2 papiers pour confirmer que son serment a été prêté. Après quoi, David White, le roi d'armes de l'ordre et de la jarretière, proclame officiellement Charles III, nouveau roi d'Angleterre. Comme une volonté d'afficher son empreinte sur le peuple britannique et sur sa jeunesse, la cérémonie d'intronisation a été intégralement filmée et retransmise en direct dans le monde entier. Une première dans l'histoire de la monarchie anglaise et peut-être le signe précurseur d'une modernité nouvelle souhaitée par le nouveau roi. L'ambassade du Royaume-Uni au Maroc ouvre un livre de condoléances à la résidence de l'ambassade britannique au Maroc. Le livre en question est ouvert jusqu'au 12 de ce mois-ci, entre 11h et 16h, pour recueillir les hommages des expatriés britanniques, des citoyens marocains, mais aussi des étrangers et des représentants des organisations internationales basées au Maroc. Les premiers hommages sont unanimes quant à une reine de cœur. Notre équipe est allée à la résidence de l'ambassadeur britannique au Maroc, son Excellence Simon Martin s'est exprimé avec beaucoup d'émotion au micro de Abdillah Mouzahim. Écoutons-le. Sa Majesté la Reine était unique. Elle était aussi une grande amie du Maroc. Elle a effectué une visite d'État au Maroc en 1980 et elle a reçu Feu Hassan II en tant que visiteur d'État 7 ans plus tard. Et ici, dans cette maison, on peut constater l'impact durable de la visite de Sa Majesté. Le beau jacarande dans notre jardin était juste un jeune arbre en 1980 quand elle l'a planté pendant sa visite. Et aujourd'hui, la voilà. En faisant le deuil de notre feu reine bien-aimée, moi et Sophie et nos concitoyens trouvons rassurant de recevoir vos messages, les messages de condoléances sincères et chaleureux des Marocains et Marocaines où qu'ils se trouvent. Et la chaleur de ces messages est réfléchie parfaitement par les mots de Sa Majesté le roi Mohammed VI, communiqués hier dans un message de condoléances au roi Charles III. Tanger, Villeblanche, tourterelle posée sur le toit, sur l'épaule de l'Afrique. C'est comme cela que l'avait décrite Henri Milan, l'écrivain, le romancier français. La mythique Tanger a accueilli Antonio Lozano, inspiré Paul Bowles et Eugène Delacroix et captivé les Rolling Stones. Et la ville qui ouvre toujours ses bras aux étrangers, des expatriés qui ont fait le choix de s'y installer définitivement. Notre équipe en a rencontré quelques-uns. Parmi eux, le neveu du célèbre peintre espagnol, le peintre de Tanger, Antonio Fuentes. C'est un grand format de la rédaction. Il est signé Nesri El Hamdaoui, Atman Tazi et Asma Tazi. Regardons-le. Tanger, la ville aux multiples visages, serait-elle devenue the place to live pour les étrangers? Il paraît que oui. Depuis que son développement a pris une vitesse de croisière, la Cité Blanche ne cesse d'attirer ceux et celles qui veulent mettre un brin de couleur et de vie à leur nouvelle vie. C'est le cas de Anne et de Jean-Marc. Cela fait 12 ans que ce couple français coule des jours heureux dans la ville du Détroit, devenue aujourd'hui l'écrin de leur créativité singulière. Quand j'étais à Paris, j'étais architecte, et à Paris, on se retrouve vite dans une espèce de, un peu comme un hamster dans une roue. On est dans la roue et hop, 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 hop. Là, ici, je dirais qu'on n'est pas dans une roue. On peut vivre plus tranquillement, on peut faire plusieurs choses, on peut se diversifier.
Moi, j'ai pu, justement, en étant ici, j'ai pu me permettre de, continuer mon activité d'architecte, mais aussi, justement, de pouvoir me mettre sur des choses dont j'ai toujours rêvé faire et que je n'avais pas le temps de faire à Paris. La belle énergie que procure la cité tangéroise, installée au croisement de l'Atlantique et de la Méditerranée, est à la fois vivace et apaisante. Chacun peut y trouver son propre rythme. Jean-Marc et Anne y sont parvenus en entrant de plein pied dans ce mouvement tangérois du flux et reflux. Quand vous êtes accueilli par une autre culture, par une autre ville, etc., on a, j'aime pas trop le terme devoir, mais un petit peu le devoir de rendre la monnaie de la pièce et de se dire on a envie de faire des choses. Rencontrer les artistes, il y a une super scène marocaine d'artistes, les gens sont très enthousiastes parce qu'il y a très très peu d'offres. Donc il y a toute la place pour créer plein de choses. Et oui, au 49 rue de la Casbah, ce n'est pas l'espace qui manque pour créer. Virginie a pu se faire une place au soleil, au cœur de Tanger, en fabriquant des objets artisanaux. Cela fait 10 ans qu'elle y a posé ses valises. Elle semble avoir trouvé le bonheur rêvé. On a trouvé une qualité de vie qu'on avait perdue à Paris. Et non, on adore Tanger, on s'y sent très très bien. Et puis il y a cette mixité qui nous plaît beaucoup. On est toujours amené à rencontrer des gens de différents univers. Ça, c'est très intéressant. Et puis on a aussi cette lumière de Tanger. On a ce ciel, on a cette lumière en permanence éclatante. En déambulant dans les ruelles du quartier de la Casbah à Tanger, impossible de ne pas saisir cette âme andalouse qui habite les lieux. Ce n'est peut-être pas pour rien que des Espagnols y ont élu domicile. Certains d'entre eux sont des descendants de célèbres artistes espagnols. C'est le cas d'Alfonso Fuentes, le neveu du regretté grand artiste peintre Antonio Fuentes. L'homme s'était toujours considéré marocain, lui qui avait vu le jour ici même, à Tanger. La famille, c'est vraiment Tadjaoui. Ma famille a vécu ici pendant 4 générations, depuis le fin 19e siècle jusqu'à 1960. Donc après, le peintre Antonio Fuentes, mon oncle, qui est né ici à Tanger aussi, donc il a fait toutes ses études en Europe, Paris, Rome. Il a rentré chez lui, ça veut dire à Tanger, il a resté jusqu'à sa mort. Antonio, c'est le vrai. Alfonso est le dernier gardien du temple Fuentes, le grand artiste peintre espagnol qui n'avait jamais cessé de restituer la vie des Tangérois dans toute sa splendeur. Aujourd'hui, Alfonso s'apprête à lancer un projet à l'image de l'œuvre grandiose de son oncle. Un musée à la mémoire du peintre de Tanger. Que le grand projet Fuentes, il faut le faire depuis Tanger. Parce que je trouve que quelque chose très bien fait, comme il y a des institutions culturelles marocaines qui sont en train de tellement bien travailler, un projet très très bien fait ici à Tanger, ça va arriver au monde. L'œuvre du regretté grand peintre Antonio Fuentes, c'est aussi des fragments d'une vie paisible, passée auprès des Tangérois. Sur mon ami aussi. Quand on était petit, il nous donne toujours des crayons, des papiers, des pastels. Il préfère toujours donner des choses pour les enfants, pour apprendre la peinture. Et grâce à lui, on a appris beaucoup de choses d'Antonio Fuentes. Le nombre d'Européens à avoir fait le choix de s'établir de l'autre côté de la Méditerranée est estimé à un peu plus de 50 000. Derrière cet engouement, un sentiment de bien-être que Tanger a l'art d'offrir à ses habitants. Elle qui sait si bien être bienveillante et ouverte sur le monde. Ouverte à toutes les confluences.
Il s'appelle Nassim Grieche, il souffre de trisomie 21 et c'est à Rabat qu'il est né en 1997. Aujourd'hui, à 25 ans, il peut se targuer de récolter le fruit de plusieurs années de travail acharné et d'une folle passion pour la peinture. Ces tableaux sont exposés à la Villa des Arts de Rabat et il faut dire qu'une recherche joyeuse de la vérité, de la réalité se dégage aisément de ces toiles. Immersion dans son monde onirique, tout de suite en compagnie de Yassir Morafer et Dominique Orlando. C'est un jour très spécial pour le très jeune Nassim Grieche et on peut le constater dès l'instant où on le rencontre, installé fièrement devant ces toiles qu'il aime à nous raconter, nous parler de sa passion des couleurs, de la variété des thèmes qu'il aborde, de tout ce qui constitue son propre rêve éveillé. Villa des Arts. ندير بزاف لي طابلو بزاف الالوان لو كولور بزاف هي الفنيه. En exposant ici à la Villa des Arts, c'est un rêve qui se réalise pour moi. Je peux montrer mon travail et expliquer aux gens mon amour de la couleur et aussi que j'aime aborder tellement de thèmes différents. J'ai été soutenu longtemps par l'association AMSAT où j'ai tout appris des arts plastiques grâce à Madame Karima que je souhaitais remercier. Également à ses côtés pour l'encourager et le soutenir face à toutes les épreuves qu'il a dû traverser. Il y a bien entendu son père et sa maman. Il y a aussi sa sœur Ibtissem qui lui voue un attachement particulier. Je suis très très fière de lui déjà, vraiment. Et il est très content. Et nous aussi d'ailleurs, c'est pas son rêve à lui seulement, mais le nôtre aussi. On a toujours voulu le voir exposer et achever tous ses rêves, bien évidemment. On s'entraide, c'est mutuel. En fait, je suis pas la seule à l'avoir aidé, mais lui aussi. Donc il rend tous mes moments joyeux et même quand je fais pas de bonne humeur, il est là. Donc ça m'aide beaucoup aussi. Ce que l'on comprend parfaitement en visitant cette exposition qui est tellement particulière. On comprend que la quête essentielle du jeune homme consiste à embellir le monde et à lui redonner cette âme d'enfant qui parfois lui fait aujourd'hui défaut. Et nous avons ouvert ce journal avec le sport et clap de fin avec le sport, avec cette fois-ci le retour des lionceaux de l'Atlas au Maroc. Après la finale de la Coupe arabe de la discipline disputée à Mascara en Algérie, les protégés de Saïd Chiba ont été officiellement accueillis par le ministre de la tutelle et par le président de la Fédération royale marocaine de football, Cheikh Ben Moussa et Fawzi Lakjer, ont tenu à s'enquérir de l'état de santé des joueurs de l'équipe nationale des U17 après les agressions verbales et physiques injustifiées dont ils ont été victimes de la part de leurs homologues algériens. Et je vous propose à présent d'écouter la déclaration du sélectionneur de l'équipe nationale des U17, Saïd Chiba. Saïd Chiba qui a fait montre d'un travail remarquable avec ces jeunes de l'équipe nationale des U17. Ces jeunes, ce beau collectif très motivé. Écoutons tout de suite la déclaration de Saïd Chiba. Comme bilan rapide, je pense que le bilan il est largement positif. Non seulement en termes de résultats, qui n'est pas l'objectif primordial, mais sinon dans l'approche de l'équipe, dans les niveaux, surtout en termes d'organisation, en termes de discipline et de rigueur. C'était des gains importants pour nous. Donc compétir à ce niveau-là avec des sélections de différents profils, avec de différents styles de jeu, a été très bénéfique et j'espère que l'impact de ce tournoi se verra ou se reflètera sur le niveau de l'équipe dans les mois et les semaines à venir. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.